Bonjour à tous, bienvenue à ce débat sur la décolonisation. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir pour ce débat trois grands militants décoloniaux. Avant de les présenter, je me présente très brièvement. Moi, je m'appelle Isabelle Minon, je suis militante au sein du mouvement INTAL. Je présenterai INTAL par la suite, mais donc ici, vous êtes dans l'attente d'INTAL, une organisation donc, qui milite pour la paix et pour le respect de la souveraineté des pays du Sud. Alors, comme je le disais, donc, on a la chance aujourd'hui de trois grands militants décoloniaux. Je vais commencer par Okomewa, que moi je dis Maman Chama, donc, qui est experte décoloniale, qui est anthropologue et qui milite depuis plus de 30 ans contre la discrimination et contre le racisme. Elle travaille également au sein de l'organisation End in End Taken Racism. Alors ensuite, Saïd Bouamama, qui est sociologue. Saïd, c'est un spécialiste aussi des questions de discrimination, mais aussi spécialiste des processus de domination. Il a écrit plusieurs ouvrages, mais notamment le manuel stratégique sur l'Afrique, que vous pouvez retrouver ici sur le stand. Alors, et puis Félix Hchédé. Félix est médecin, il est médecin à Paris, enfin en France, il est médecin au Sénégal, c'est un spécialiste des questions de santé publique. Il travaille donc sur les questions d'accès à la santé, sur les questions de justice sociale. Il a également écrit un ouvrage que malheureusement on n'a pas ici, mais que vous pourriez retrouver notamment par son intermédiaire, qui s'appelle Radioscopie d'un système de santé en Afrique, le Sénégal. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, donc voilà, nous allons commencer. Alors, comme vous le savez tous, la lutte décoloniale en Belgique a pris beaucoup d'ampleur, donc vous avez dû l'entendre dans les médias. Donc vous avez entendu cette grande manifestation qui a eu Black Lives Matter à Bruxelles, qui a réuni des milliers de personnes. Vous avez entendu parler de la commission sur le passé colonial belge qui est mise en place et qui sortira son rapport très prochainement. Vous avez peut-être aussi entendu les déclarations du gouvernement sur la restitution des biens pillés au Congo. Et donc il y a toute une série comme ça de thèmes qui viennent et qui sont mis sur le devant de la scène. Alors, aujourd'hui, donc, avec INTAL, nous estimons que cette lutte décoloniale, c'est une lutte qui doit être une lutte anticapitaliste, anti-impérialiste. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder cet aspect-là et puis en parler aussi concrètement sur le terrain belge, mais aussi sur le terrain en Afrique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, INTAL est un mouvement qui lutte pour la paix et pour le respect de la souveraineté des pays du Sud. Et donc, on est un mouvement qui organisons les gens. Nous avons des groupes de base. Nous avons donc le groupe Palestine, le groupe Amérique latine, mais il y a aussi le groupe INTAL Congo. Et donc je vous inviterai encore à la fin du débat à vous organiser parce que, comme le disait tout à l'heure lors d'une autre conférence, c'est réaliste ce que nous réclamons quand nous remettons en cause le système et c'est réaliste, mais pour cela il faut s'organiser. S'organiser, ça permet de réfléchir ensemble et ça permet de mettre la pression. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer donc avec Saïd. Donc, Saïd, je viens vers toi sur la question donc, du lien entre le colonialisme et le capitalisme. Et donc, quel est ce lien entre le colonialisme et le capitalisme? Aussi, la naissance du racisme. Le racisme n'a pas toujours existé. Donc, d'où vient le racisme et pourquoi? Et donc, enfin, pourquoi la lutte décoloniale doit être une lutte anti-impérialiste, anticapitaliste? Voilà, Saïd. Bien, il y a beaucoup de questions. Hein. Je commencerai par prendre une image. Si vous essayez un jour de repas de famille d'aborder la question du colonialisme, vous aurez dans la famille un frère, un cousin, une tante, un oncle qui vous dira le colonialisme c'est l'occupation militaire. Cette définition que les médias ont essayé de nous mettre dans la tête en permanence nous empêche de comprendre le colonialisme. L'occupation militaire, c'est une des formes du colonialisme. Ce n'est pas le colonialisme en tant que tel. Et c'est important pour comprendre le lien entre capitalisme et colonialisme. En réalité, ces deux notions, ces deux systèmes politiques sont indissociables. Quand on regarde l'histoire de l'apparition du capitalisme, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'avant, ce que l'on appelle le capitalisme aujourd'hui, le capitalisme industriel, eh bien, il y avait le capitalisme commercial, qui a existé pendant des siècles, mais qui n'est jamais parvenu à
prendre la forme du capitalisme industriel, tout simplement parce qu'il manquait un élément qui était une masse de capitaux permettant de passer de ce stade-là au stade du capitalisme tel que nous connaissons. Et c'est le colonialisme, et d'abord l'esclavagisme, qui va permettre de réunir ces capitaux. Autrement dit, jamais le capitalisme industriel ne serait né s'il n'y avait pas eu le pillage des civilisations amérindiennes. C'est pour cela qu'on peut dater les débuts du capitalisme industriel quasiment de 1492, au moment où Christophe Colomb prétend découvrir l'Amérique. Et où Marx l'explique très bien dans Le Capital, mais c'est un livre qui est très peu enseigné aujourd'hui. Eh bien, c'est cette manne de pillage qui va permettre l'accumulation suffisamment importante d'une masse de capitaux qui va permettre le passage du capitalisme commercial au capitalisme industriel. Et donc, le capitalisme ne serait pas né sans cette forme barbare qu'est le colonialisme. Inversement, qu'est-ce que le colonialisme? Le colonialisme, contrairement à ce que vous dira votre tante, ça n'est pas l'occupation militaire. L'occupation militaire, ça a été un moyen, comme l'esclavagisme, ça a été un moyen. Le véritable objectif, le véritable but, et il ne faut pas confondre objectif et moyen, le véritable objectif, c'était la mise en dépendance complète d'économie, de société, vis-à-vis d'une autre économie, d'une autre société pour pouvoir la piller. Et c'est cela le cœur du colonialisme, c'est la dépendance. La mise en dépendance complète, par la violence. Et pour ce faire, il fallait donc une violence totale. Et c'est pour cela qu'il y a eu l'esclavagisme tel qu'on l'a connu. Et ça va expliquer le colonialisme par cette mise en dépendance, permet de comprendre toute cette histoire du capitalisme en lien avec l'histoire du colonialisme. Au premier âge, ce que j'appellerais le premier âge du capitalisme, les tout débuts du capitalisme, il faut piller pour pouvoir accumuler. On va avoir l'esclavage. On va avoir ensuite le colonialisme. C'est les tout débuts du capitalisme. Au second âge, on va avoir la colonisation, qui va permettre le boom industriel du 18e et du 19e siècle. On ne peut pas comprendre ce boom industriel si on ne prend pas en compte le pillage du cacao, qui a été rendu possible par le colonialisme, le pillage de toutes les matières premières qui ont été au cœur des industries européennes des 18e et 19e siècle. Il suffit de regarder les industries qui ont construit l'Europe pour s'apercevoir qu'il n'y aurait pas eu de capitalisme européen sans colonialisme. Et donc ce sont deux phénomènes entièrement indissociables. Première conclusion, un colonialiste, un anticolonialiste aujourd'hui, qui ne comprendrait pas ça, pourrait faire des choses bien, mais ne serait pas conséquent, n'irait pas jusqu'au bout de la logique. Mais inversement, un anticapitaliste qui ne comprendrait pas que la base du capitalisme, une des bases essentielles, pas la seule, mais une des bases essentielles du capitalisme, c'est le pillage du tiers-monde, eh bien, aurait un anticapitalisme qui serait inconséquent. Et donc, on ne peut pas être anticolonialiste conséquent sans être anticapitaliste, mais inversement, on ne peut pas être anticapitaliste conséquent sans être anticolonialiste. Mais ça ne va pas s'arrêter là. L'importance de ne pas confondre occupation militaire et colonialisme, eh bien ça permet, c'est ce que tu vas aborder après, de comprendre aussi ce qui va se passer quand les peuples colonisés vont se révolter. Le capitalisme est alors confronté à un dilemme. Comment prendre en compte ce rapport de force? Sinon, il se radicalise. Sinon, les peuples prennent les armes. La grande hantise du colonialisme français en Afrique, ça a été que les peuples d'Afrique subsaharienne suivent l'exemple camerounais qui avait pris les armes, ou l'exemple algérien qui avait pris les armes, surtout qu'ils avaient bien perçu qu'avec le Vietnam, quand un peuple prend les armes, eh bien, c'est la défaite du capitalisme et c'est la défaite du colonialisme. Eh bien, on va avoir à ce moment-là l'arrêt de l'occupation militaire et la transformation du colonialisme en néocolonialisme. C'est-à-dire le maintien de la dépendance, comme à l'époque coloniale, mais sans l'armée militaire, sans la présence militaire en tant que telle. Et c'est ça, le troisième âge du capitalisme et du colonialisme, ça va être ce néocolonialisme-là. Aujourd'hui, nous sommes à une quatrième phase.
qui est la phase de la mondialisation, qui est un changement essentiel, qui marque le rapport de force dans le monde aujourd'hui. La mondialisation capitaliste va avoir besoin d'une nouvelle forme de présence. On entend aujourd'hui des chefs d'État européens nous parler de sortir du franc CFA, nous parler de partenariat d'égal à égal. On entend même un discours panafricain du côté de l'Union européenne qui soutient la zone de libre-échange africaine aujourd'hui. Autrement dit, on a de nouveau un nouvel âge qui se met en place. Toutes ces étapes-là du capitalisme qui ont... Donc chaque âge du capitalisme donne un âge du colonialisme. Eh bien, on a la même progression sur la question du racisme. J'en termine là-dessus. Contrairement à ce qu'on nous dit dans nos livres scolaires, contrairement à ce qui se dit dans les grands médias, le racisme n'a pas toujours existé. Le racisme n'est pas un mal de l'être humain. Ça n'est pas quelque chose qui marque l'histoire humaine depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr qu'il y avait, avant le capitalisme, il y avait des réactions de xénophobie qui étaient liées à la méconnaissance des autres peuples. Mais avec le capitalisme, naît quelque chose de nouveau. Ce qui naît à ce moment-là, c'est une théorisation scientifique, pseudo-scientifique bien entendu, d'une hiérarchie des races. Le racisme, c'est ça. Ça n'est pas simplement que parce que je ne connais pas mon voisin, j'ai un peu peur. C'est pas ça. Le racisme, c'est quand je pousse ça jusqu'à l'idée, il est inférieur à moi. Autrement dit, le racisme apparaît avec le capitalisme. C'est quand on a eu besoin de justifier l'esclavage que sont apparues les premières théorisations racistes. Et c'est pour cela qu'on peut les dater. Regardez de quelle date Gobineau, regardez de quelle date datent tous les théoriciens du racisme biologique du premier âge, l'idée qu'il y aurait une biologie différenciée entre les Noirs, les Asiatiques, les Européens et qu'on pourrait les hiérarchiser, eh bien ça date du même moment où le capitalisme industriel s'installe. Après, les peuples du tiers-monde vont se révolter et vont montrer qu'il n'est plus possible d'utiliser la théorie du racisme biologique. Et le passage au néocolonialisme va signifier le passage à un deuxième âge du racisme, qui est le racisme culturaliste. On n'entend quasiment plus personne aujourd'hui nous dire que les Noirs sont inférieurs aux Blancs biologiquement. Par contre, on entend des gens nous dire, culturellement, ils sont quand même inférieurs. Le racisme culturaliste, c'est l'adaptation du racisme au rapport de force quand le racisme biologique ne fonctionne plus. Et nous sommes aujourd'hui avec la mondialisation dans une troisième forme, qui est ce que j'appelle le racisme civilisationniste. On ne nous dit plus il y a des cultures inférieures ou supérieures. On va nous dire il y a des héritages de civilisation dans l'essence des peuples qui font que certains ne s'en sortent pas. Quand Sarkozy va en Afrique nous dire l'Africain n'est pas entré dans l'histoire, il nous dit quoi? Dans l'être même de l'Africain, pas dans son corps, dans son être, dans sa culture, dans sa civilisation. On ne peut pas aborder l'industrie, le progrès technique, la rationalité, etc. Lorsque Macron va en Afrique en nous disant mais le drame de l'Afrique, c'est que les femmes africaines font beaucoup d'enfants, ils nous disent dans la civilisation africaine, il y a quelque chose qui l'empêche d'accéder au progrès. Et donc on voit bien en quoi chacune des phases du capitalisme a donné une phase du racisme qui lui-même correspondait à une phase du capitalisme. Donc ces trois phénomènes-là, que sont le capitalisme en tant que tel, le colonialisme comme excroissance du capitalisme, comme besoin pour le capitalisme de s'étendre au reste du monde, et troisièmement le racisme comme idéologie de justification et du capitalisme et du colonialisme, eh bien ça va de pair. On ne peut pas être antiraciste conséquent si on n'est pas anticolonialiste conséquent, si on n'est pas anticapitaliste conséquent, et inversement. Autrement dit, puisque nous sommes ici en Belgique à Manifesta, un anticapitaliste conséquent qui serait membre du PTB, eh ben, devrait donner tous les efforts qu'il peut pour soutenir Intal et aider Intal à se développer. Et à l'inverse, un anticolonialiste d'Intal devrait donner tout ce qu'il peut comme coup de main pour aider le PTB
à grandir et à se développer. Merci. Merci Saïd. Alors maintenant, Maman Chama. Donc, nous avons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la commission sur le passé colonial qui va rendre son rapport dans les jours qui vont venir. On peut s'attendre, et on le sait parce que déjà dans le discours dominant, donc le gouvernement belge, les gouvernements successifs refusent de reconnaître la colonisation et les crimes coloniaux. Du moins, ils parlent en termes de la colonisation a eu des bons côtés, c'est vrai qu'il y a eu des abus, et donc il y a ce refus de reconnaître l'ensemble, et donc cette colonisation comme étant un crime. Alors, il y a également, donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu la question de la restitution de la dépouille de Lumumba, donc, qui a été reportée pour diverses raisons, mais donc, à la suite de la demande de la famille Lumumba, les autorités belges ont dit ok, on va rendre la dépouille de Lumumba, qui est une dent en fait, mais quand les autorités belges se sont prononcées, donc elles ne reconnaissent toujours pas leur responsabilité. Ça reste toujours quelque chose qui n'est pas dit, ou alors on parle de responsabilité morale, c'est pas très clair, mais donc il y a toujours cette absence de reconnaissance. Et moi je vais revenir voilà, vers Maman Chama sur cette question justement. Parce que donc on a, comme je dis, ce gouvernement belge qui refuse. On a aussi, je vais reprendre quand même aussi une déclaration encore importante sur Lumumba qu'a dit Alexander De Croo. Quand on lui a parlé de la question de la restitution de la dépouille de Lumumba, Alexander De Croo a parlé de Lumumba comme un personnage controversé. Alexander De Croo est un personnage controversé pour une minorité de gens qui défendent la colonisation. Mais Lumumba est un grand militant pour l'indépendance. Et donc on voit encore une fois qu'on a un discours aussi qui va induire la confusion, qui va donner une image d'un personnage qui a milité pour l'indépendance, qui a milité pour l'indépendance souveraine du Congo, qui est vu comme un personnage controversé. Alors, Maman Chama, que penses-tu alors de cette position du gouvernement belge? Que penses-tu de cette attitude toujours actuelle? Et donc aussi, quels sont le rôle des organisations qui luttent contre la décolonisation, le rôle qu'on a aussi en tant qu'Intal et d'autres organisations? Allez, ah oui, peut-être dire. Donc il y a une traduction. Yeah. Donc Maman Chama va parler en néerlandais, et donc vous allez, après l'intervention, il y aura une traduction vers le français. Oké, ja, zeer hartelijk dank. Want eigenlijk ben ik niet zeker dat ik de hele vraag heb goed begrijpen, maar ik zal mijn best doen om toch iets te beantwoorden nu. Hand in Hand is een organisatie die al meer als 6 jaar, 7 jaar bezig is met kolonisatie. Met de kolonisatie. We zijn denk ik als eerste in 2016 begonnen met de strijd tegen dekolonisatie. We hebben toen ontdekt dat structureel racisme sporen heeft van de koloniale mentaliteit, de gedachtegoeden van kolonisatie. Men denkt, als men spreekt over dekolonisatie, men denkt aan de geopolitiek dekolonisatie. Terwijl wij spreken over de gedachtegoeden, de mentaliteitswisseling, de manier van denken, de manier van denken dat men gebruikte toen in de tijd om de koloniale regime tot stand te brengen. Nu, wat we zien over de jaren heen is dat, dat veel mensen beginnen nu stilletjes de link te zien, maar eigenlijk een kader van schuld, een kader van restitutie, een kader van, niet een kader van act. Ja. Façon-ci. Donc voilà, son organisation a débuté, a commencé son travail en 2016. Donc il y a eu toute une réflexion qui a démarré sur justement la question du racisme structurel, et pour aussi dénoncer tout l'aspect géopolitique qu'il y a dans cette discussion. Et donc son organisation a démarré tout un combat pour qu'il y ait un véritable changement de mentalité et pour induire ce changement de mentalité dans les populations. Omwille van het feit dat mensen eigenlijk blijven met de geopolitieke interpretatie van dekolonisatie, blijven wij nog steeds
eigenlijk de conversatie verengen naar de openbare ruimte, naar Lumumba en de straatnamen, de tand van Lumumba, restitutie, roofkunst. Maar wij denken dat het veel breder dient te zijn. Wij denken dat het echt de mentaliteit van een andere mensen uitbuiten voor eigen profijt kan teruggetraceerd worden in alle echelons van onze samenleving. Voilà, donc en fait on pense que le débat est beaucoup plus large que la question de la restitution de la dépouille de Lumumba ou de la restitution du patrimoine. Donc au-delà des interprétations géopolitiques, il y a un questionnement à avoir, je pense, sur la société et sur la mentalité ou la société basée sur l'exploitation pour le profit de quelques-uns. Nu, de kolonialisten waren niet als eerste op deze gedachtegoed te bedenken. Eigenlijk kunnen wij deze gedachtegoed terugtraceren naar Descartes. Toen hij de splitsing heeft gemaakt van kerk en mens als de bron van kennis. Dus ik denk, dus ik ben. I think, therefore I am. Dus van daaruit zien wij dat kennis, weten, is dan gebaseerd, gecontextueerd aan de man die westers is. Dus de westers man, homo economicus, paterfamilias. Waardoor de vrouw niet ratio is, waardoor niet westers niet ratio is. En in dit manier van denken kunnen wij dan terugtraceren ook als basis van kolonialisme, de gedachtegoeden van ze zijn niet ratio, ze zijn niet gelijk wij zijn superieur, wij zijn boven hen, ze kunnen dat niet. Dus het is gebruikt als een basis om de mensen te ontmensen, te dehumaniseren voor eigen profijt. En hierin ga ik een link maken met wat Saïd daar straks heeft gezegd. Ouais, donc en fait, on retrouve des mécanismes dans la question du colonialisme qui sont très enracinés aussi dans notre passé historique. Il y a toute l'influence de l'Église, et donc il y a ici également un lien avec la domination des femmes par les hommes, où on retrouve en fait les mêmes mécanismes. Donc c'est vraiment toute cette idée de domination qui vise en fait à déshumaniser l'autre qui est à l'œuvre dans cette problématique. Voilà, om echt een hele goed begrip te hebben van waar wij nu zitten en waarvoor wij strijden en misschien om een beetje te begrijpen hoe de kolonisatie ons verbindt, of de strijd tegen de kolonisatie ons verbindt, of de strijd zelfs tegen kapitalisme ons verbindt, wat eigenlijk belangrijk is voor activisme, dienen wij terug te keren aan wat precies is kolonialisme, wat was de regime, wat echt kijken aan de extreme feiten, de ontmensen van de mensen, de roof dat toen is gebeurd, de moord van de mensen, zelfs slavernij past bij dezelfde verhaal. Denk eens als eerste stap, wat is dat precies? Donc il y a effectivement, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, je pense qu'il y a effectivement des questions qu'on doit se poser pour comprendre vraiment la nature du colonialisme, pour en comprendre les mécanismes et son véritable, voir un peu la nature politique aussi, la question du régime colonial. C'est quelque chose, c'est un travail d'analyse qui doit être fait. Ja. En punt nummer 2, denk eens aan wie. Was het de hele België? Nee. Het was maar een elite. Was het alle de elite? Nee. Waren clusters van de elite. En onder wie dat ik breedelijk in 4 clusters ga nemen. De kerk, de staat, de koningshuis en de handelaars. Zijdelings hebben wij ook de ontdekkingsreizigers,
antropologen en sociologen, onder andere. Dus mensen die de mensenkind gingen bestuderen om hun culturen ergens, hun exotische culturen te beschrijven. Dat later werd gebruikt door de rest voor hun eigen zaken. En natuurlijk ook de ontwikkelingssamenwerkingsverbanden. Dus dit zijn de mensen, de 4 mensen, niet de zijdelings, maar de 4 mensen. Kerk, koningshuis, staat en de handelaars. Ja? Nu, deze mensen hebben de kolonisatie gedaan voor eigen profijt. Ze hebben niet voor eigen profijt. Ze hebben de mensenkind. Ze kunnen moeilijk de mensen gewoon. Ze kunnen moeilijk gaan stelen zonder het te legitimiseren. Dus om hun wandaden te legitimiseren, hebben zij de mensen ontmenst, dehumaniseerd en dan roofkunst gedaan of extraction voor eigen profijt. Ja? Donc en fait, dans le colonialisme, dans nos pays, on retrouve en fait quatre piliers. L'église, la maison royale, l'État, la structure de l'État, et puis tous les marchands, les commerçants, les capitalistes qui sont là. Et donc ces 4, je dirais, piliers du colonialisme ont fait tout un travail justement de légitimisation de l'entreprise coloniale, de nouveau essentiellement basé sur la déshumanisation des peuples colonisés. Maar ja, in eigen huis. Ze konden moeilijk zeggen, oh we hebben dat allemaal geroofd. Nee, ze moeten hun roof ook legitimiseren hier. En hier hebben ze gelogen. Gelogen aan eigen volk. Jullie zijn superieur, de anderen zijn gelijk beestjes. Jullie mogen ook zelf gaan die mensen ontwikkelen, want ze zijn onontwikkeld. En bovendien, onze verworven welvaart gaan we ook in trickle-down, gaan we ook investeren in de infrastructuur, in gebouwen, in wegen, in de belastingen. Dus jullie hebben ook baat aan onze profijt van de kolonie. Maar in feite hebben de proletariaat wel profijt, hebben de gewone Belgen wel profijt in eigen sacoche? Ik denk het niet. Die 4 clusters hebben wel profijt in eigen sacoche, hebben wel nog erfnamen die nog steeds profijt halen, profijt, maar echt profijt in eigen sacoche. We hebben erfnamen van Abir, van Anvaswaars, van Dexia. We hebben erfnamen van de Koningshuis. Die hebben nog steeds profijt van de kolonie tot vandaag. Dus dat moeten we dus niet vergeten. Dus zowel, en hier beginnen we het verhaal van wij, te zien van, ze hebben gelogen kind bij de kolonie en ze hebben gelogen in eigen huis, altijd om hun eigen roof te legitimiseren. Donc en fait, tout le discours des classes dominantes visait effectivement à légitimiser ce pillage et ce profit qu'ils se sont appropriés. Parce que donc il faut bien savoir que ce n'est évidemment pas le prolétariat en Belgique qui a profité de ce profit qui a été extrait des colonies. Tout cela a été monopolisé par les classes dominantes. Donc ces classes dominantes ont développé vraiment tout un discours, ce discours de racisme où on déshumanise les peuples colonisés, où on prétend que oui, nous sommes supérieurs, nous sommes développés. Il y a tout ce discours où on dit oui, mais enfin c'est quand même nous qui avons investi dans les infrastructures, c'est quand même nous qui avons développé le pays. Donc c'est un discours trompeur, puisque tout ce profit qui était extrait par le pillage des pays colonisés, finalement se retrouvait dans les poches des classes dominantes, et la classe des travailleurs ici dans nos pays n'en a évidemment rien vu. Oké, dan stap 3. Denk aan de rendabiliteit van de kolonisatie. En hierin kunnen wij moeilijk niet spreken over kapitalisme en imperialisme. Want imperialisme, kapitalisme is op dezelfde continuum als kolonialisme. Als men spreekt over België als een welvaartsstaat,
welvaartsstaat met zijn wortels, zijn profijt, eigenlijk zijn welvaartheid, ontstaat uit kolonialisme. Ooit wat zij hebben gehaald uit van de kolonialisme. Dus het is aan één continuum. Materialisme, modernity en colonialisme. Dus denk aan de rendabiliteit. Dus het maakt niks uit hoe de mensen in een trickle-down effect hebben wel een beetje profijt ervan gehad, onwetend. Onwetend gelijk mensen die lijden aan Stockholm effect of aan Murchison by proxy. Gewoon niet weten, gewoon profiteren, zijdelings van profiteren. Maar we doen het, we leven het. Wij zeggen, we zijn Belgen, de welvaartsstaat. Maar bottom line is, we dienen echt te erkennen wat de bronnen van onze welvaart is. En daarom dienen wij dus in een laatste stapje te denken aan hoe wij zijn geraakt door hetzelfde mes van kolonialisme. Nu, sommige mensen, de gekoloniseerden, misschien hebben 5 miljoen messteken gehad. En sommige mensen, de erfnamen van de kolonisator, hebben misschien maar een kretsje gehad. Maar laat ons focussen aan die mes, aan die 4 mensen, die 4 clusters, die de heft van de mes hebben. De kerk, de koningshuis, de stad en de handelaars, die nog steeds de mes in handen hebben. En laat ons even focussen aan die mes. En dan kunnen wij naar de vraag gaan over roofkunst, over de tand van Lumumba, over Lumumba tout court. Wie hij was. Wie zijn verhaal is dat? Wie zijn verhaal is dat? Hoe kunnen wij, wie zit aan tafel? Wie wordt niet gehoord? Wie wordt niet geluisterd? Wat zijn de leugens? Hoe kunnen wij die leugens afleren? Om de waarheid te leren. Om echt naar de kern van het verhaal te gaan. Om te beginnen te helen. Hoe kunnen wij dat doen? Donc, ici, le message est comment rétablir la vérité, comment dénoncer les mensonges dont on a été imprégné. Parce qu'effectivement, le pillage colonial a contribué au bien-être relatif de nos sociétés occidentales. Si bien qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en quelque sorte d'une sorte de syndrome de Stockholm, où on pense que finalement ce sont les classes dominantes, donc ces gens qui sont responsables du pillage et qui sont les vrais criminels, qui finalement nous offrent un peu de bien-être. Et donc on doit effectivement continuer à insister sur le fait que les quatre piliers de la domination, l'Église, la Maison Royale, la machine d'État et les commerçants, il faut dénoncer leurs mensonges. Ik kan ook één voorbeeld geven en dat is bijvoorbeeld over migratie. Men spreekt over die wansmakelijke, echt niet humane, inhuman migratie. Ze komen hier en eigenlijk horen wij allerlei mensen, zelfs in de politiek, ze moeten teruggaan, hun problemen is van hen thuis enzovoort. Maar in een manier van denken van ontleren. Laat ons niet vergeten dat de rol van de Belgen, de rol van het Westen in het creëren van de migratiecrisis, door hun bemoeien met de politiek, door hun controleren van de handel, door hun extraction van alle die goederen, door die dingen, onlogische leningen dat ze krijgen en dat de mensen eigenlijk constant in een staat van nood worden gehad. Niet vergeten de commerciële waarde van armoede. Dat ze moeten dienen de mensen arm te houden en op zo'n manier eigenlijk hun eigen grootheid, welvaart te legitimiseren. Dit is een probleem. Men denkt nu aan alle die geld dat terug pak maar de trillion, 2 trillion pak maar, die de hele westerse wereld heeft gegeven aan Afrika en aan landen die arm zijn.
En dan kregen mensen een shock van alle die geldsommen dat de diaspora naar hun eigen land sturen, is 4 keer zoveel. 4 keer zoveel. Remittances are 4 times as much as the total amount of money ever that has been sent to Africa, whether in loans or in development support. So let's think about that. Je voudrais aussi parler du lien avec la migration. On voit beaucoup de gens, malheureusement, en Belgique ou dans les pays occidentaux, se plaindre des migrants. Donc on voit tous ces courants d'extrême droite qui veulent renvoyer les migrants chez eux, mais en fait, nous savons très bien que s'il y a une migration, c'est pour fuir la misère, pour fuir la pauvreté, une misère qui a été créée par l'Occident lui-même. Cette pauvreté extrême est le fruit de la colonisation et de la néocolonisation. Donc un chiffre, l'Occident se targue d'aider le développement des pays africains, mais il faut savoir que l'argent qui est envoyé vers les pays africains par la diaspora, donc par les migrants, est en fait 4 fois la somme d'argent qui est fournie par la diaspora vers ces pays, est 4 fois plus importante que le montant total de l'aide au développement. Donc la diaspora contribue pour 4 fois plus en revenus que la soi-disant aide au développement fournie par les pays occidentaux. Sorry. Okay, I have to conclude, so I'm just bringing my point to a close. Allez, excusez. Ik ga nu afronden. De punt dat ik wou maken is dat nu horen wij meer en meer van de westerse wereld die denken hoe kunnen wij, want er zijn veel landen nu in Afrika die eigenlijk hun national product is gebaseerd op de remittances. En heel veel van de westerse wereld, experten, financiële experten, bieden hun expertise om de Afrikanen te helpen aan hoe ze kunnen die remittances investeren. Want ze zijn niet slim genoeg, ze kunnen dat wel niet te goed doen. En dat is op zich al koloniaal. Maar zwart. Laat ons gewoon zeggen, als jullie dat willen doen, begin maar met de migranten. Want die heeft met zijn 5 eurotje, met zijn 10 euro ook baat aan die waanzinnig somme geld dat wij noemen remittances. Remittances is from the 5 euro that's sent home and from the 1,000 or 2,000 or even 100,000. But that immigrant, that boat person, that asylum seeker dying in some detention center, zij hebben baat in deze conversatie. Als zolang als we dat willen doen, dan moeten we ze horen. En dit gaat ook voor conversaties zoals roofkunst, zoals restitution enzovoort enzovoort. Met alle die verhalen moeten we denken aan wie zit aan tafel, wie heeft baat in deze conversatie. Want het is niet meer die paar mensen die eigenlijk ook deel maken van de 4 clusters van boosdoeners. Niet meer. La conclusion, c'était effectivement la nécessité d'élargir le débat, de ne pas laisser le débat aux mains de ces quelques personnes qui font partie du pouvoir, de faire le lien de nouveau avec la question des migrants, qui sont également la conséquence du néocolonialisme. Voilà. Voilà, merci beaucoup Maman Chama. Maintenant, je viens vers Félix Hachédé. Donc, comme je disais tout à l'heure, Félix est médecin et est spécialiste des questions de santé publique. Et donc là maintenant, Félix est sur la question donc, du néocolonialisme.
Voilà, donc après les indépendances, donc, comme vous le savez, le néocolonialisme a été installé, donc un contrôle économique et politique des pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, Félix, en tant que spécialiste des questions de santé publique, voilà, je voudrais que tu reviennes sur la question des vaccins, la question des brevets sur les vaccins, sur les médicaments et donc sur l'accès aux soins de santé et donc sur ce mécanisme de domination qui empêche l'accès aux soins de santé pour tous en Afrique subsaharienne. D'accord. Ben, merci Isabelle. J'ajouterai au portrait que tu fais de moi le fait que je sois un militant communiste qui expérimente quelque chose de particulier, notamment j'ai une triple appartenance politique. Je suis membre du Parti communiste français dans lequel j'anime le collectif Afrique. Je suis également membre du Parti de l'indépendance et du travail au Sénégal, qui est l'équivalent du Parti communiste français, l'équivalent d'un parti communiste, mais au Sénégal, en Afrique subsaharienne. Et finalement, et enfin, je coordonne au sein du Parti de la gauche européenne. Le Parti de la gauche européenne, c'est une confédération de partis politiques qui appartiennent à la gauche radicale, dans laquelle on retrouve le Parti communiste français, le Parti communiste espagnol et plein d'autres partis politiques. Il y en a 35 au total, et qui sont représentés aujourd'hui au Parlement européen. Cette forme d'engagement, je pense qu'elle répond à une nécessité aujourd'hui de la mondialisation des classes dominantes, parce que aujourd'hui, il y a l'impérialisme et sa manière de s'imposer au reste du monde a besoin de relais, et ces relais se retrouvent aussi dans les pays colonisés. Et donc c'est pour ça que ce type d'engagement, je pense qu'il doit être de plus en plus développé, surtout pour des populations qui sont qu'on peut considérer comme des diasporas et qui sont entre l'Europe et l'Afrique. Ceci étant dit, moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir un regard lucide et objectif sur les choses. Le regard lucide et objectif que j'ai sur l'Afrique, de manière générale, que je fréquente assez régulièrement, c'est que nous sommes dans un moment de domination du continent, avec aussi une défaite provisoire, je l'espère, d'un point de vue des idées, des forces de gauche traditionnelles et aussi des mouvements panafricanistes qui se sont tous, des fois, à leur corps défendant, convertis à la vulgate néolibérale. Ça, c'est un problème assez particulier et pour lequel il y a nécessité de se battre. Mais en même temps, le regard objectif permet de se rendre compte qu'il y a des formes de résistance populaire et qu'il y a des mouvements sociaux qui s'opposent à la mainmise du capitalisme et du néolibéralisme sur le continent africain. Et dans ces mouvements sociaux, il n'y a pas de jour qui se passe sans qu'elles se manifestent d'une manière ou d'une autre. Pour rebondir sur ta question à propos de l'industrie pharmaceutique, quand vous regardez les slogans des différentes compagnies pharmaceutiques, elles nous vantent souvent qu'elles sont là pour préserver nos santé, pour préserver la vie, mais elles oublient très souvent la deuxième partie du propos, c'est à la condition que nous payons pour le prix qu'elles estiment juste pour elles. C'est pour cela qu'elles utilisent un certain nombre d'artifices, notamment les licences, et créent des fois des pénuries qui font en sorte que les prix augmentent et que les États soient obligés de payer le plus fort dans les pays où il existe bien évidemment des systèmes de protection sociale pour que ces médicaments soient remboursés. L'exemple le plus patent que nous vivons aujourd'hui, c'est que l'Afrique, qui constitue 14% de la population mondiale, est aujourd'hui à un taux de vaccination compris entre 2 ou 3%
Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un nationalisme vaccinal, mais au-delà du nationalisme vaccinal, il y a une stratégie des compagnies pharmaceutiques qu'il faut dénoncer, qui consiste à créer en quelque sorte la pénurie. Théoriquement, sur un plan théorique, mais aussi sur un plan pratique, c'est bien difficile de nous démontrer que l'industrie pharmaceutique est dans l'impossibilité d'augmenter aujourd'hui les capacités productives. C'est absolument faux. On peut bien augmenter la cadence de production à la condition que les brevets, on puisse lever les brevets, et d'autant plus Joe Biden, qu'on ne peut pas accuser d'être communiste ou un socialiste, a même été obligé de reconnaître que cela posait problème. Parce qu'il faut savoir que, théoriquement, avec les accords de l'OMC, tous les pays peuvent invoquer, du point de vue de la santé, parce que c'est une priorité de santé publique, les pays peuvent invoquer la clause de la licence obligatoire, en disant que parce qu'il y a un problème chez nous de santé publique, nous pouvons reproduire les médicaments en question, les vaccins et autres, sans pour autant, alors qu'ils sont protégés par des brevets. Donc cela est possible. Mais malheureusement, chaque pays qui ose le faire se retrouve confronté aux administrations américaines. Et l'une des administrations américaines qui avait été dans le passé la plus virulente autour de cette question, c'était l'administration Bush, parce qu'on retrouvait en son sein des gens comme Donald Rumsfeld, qui avait été le secrétaire à la défense, qui était quelqu'un qui était passé par l'industrie pharmaceutique, qui avait été chez Pfizer, qui est le leader de la branche pharmaceutique, ensuite qui a été coopté dans d'autres laboratoires américains qui commercialisaient des produits liés au VIH-Sida. Et à ce propos, il y a un incident important que l'on doit souligner. Au début des années 2000, en Afrique, l'Afrique du Sud était confrontée à la question du VIH-Sida parce qu'il y avait une forte proportion de la population qui était infectée. Et l'industrie pharmaceutique avait voulu appliquer à l'Afrique du Sud les prix qu'elle pratique aux pays européens ou aux États-Unis. Malheureusement, mais le système en lui-même était tellement injuste parce que, pour les systèmes de santé européens et américains, ils étaient suffisamment riches pour pouvoir prendre ça en charge, mais l'autre problème, c'est qu'ils avaient une masse de population infectée par le virus qui n'était pas aussi importante que ça. Alors qu'en Afrique du Sud, cela se chiffrait en des millions de personnes. On voulait que les thérapies soient payées à $10 000 par année. L'Afrique du Sud a refusé et a décidé qu'elle allait utiliser le concept de licence obligatoire pour pouvoir soigner les patients sud-africains. En retour, l'industrie pharmaceutique avait décidé de porter plainte. C'était le procès en 2001. Mais au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que c'était extrêmement néfaste pour leur image, parce que l'image qu'ils vendaient, c'était une image de compassion vis-à-vis des populations, vis-à-vis de la santé mondiale, etc. Et donc finalement, ils ont retiré cette plainte, et ça a permis d'avoir des progrès qui ont permis aujourd'hui que les trithérapies soient plus ou moins accessibles dans les pays africains. Et donc cela a découlé d'une bataille féroce qui a été menée par des militants associatifs, par des militants de Médecins sans frontières en Europe, par des militants aux États-Unis, mais aussi par des associations de patients infectés par le VIH-Sida dans les pays africains, et notamment en Afrique du Sud, où qui bénéficient d'avoir une population importante, mais aussi une société civile dynamique et à même de mener ce genre de combat.
Et donc, voilà un peu la situation dans le système de la santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour certaines thérapies, il y a des difficultés à avoir accès à des médicaments. Quand vous prenez par exemple le médicament contre l'hépatite C, vous avez un médicament qui a été mis au point par un laboratoire américain qui vend les comprimés à $1 et qui fait payer ça au système de santé américain et qui a négocié avec l'Union européenne pour pouvoir avoir un type de rémunération à ce niveau. Or, ce genre de médicament, en réalité, ne provient pas de la recherche médicale de Big Pharma. Big Pharma a cessé de faire de la recherche. Ça provient de quoi? Ça provient de la recherche universitaire financée par les pouvoirs publics, par l'argent du contribuable. Et en retour, ce que l'on fait, c'est que l'on oblige les universitaires à avoir, on les encourage à breveter leur savoir, et ensuite à créer des start-up qui se font acheter ensuite par l'industrie pharmaceutique, et cette industrie pharmaceutique nous applique des prix à des niveaux qu'on dirait scandaleux. L'hépatite C, par exemple, c'est une hépatite qui touche principalement des populations au sud, dans des pays tels que l'Égypte, où c'est quelque chose de très répandu, parce qu'il y a eu des politiques de santé publique inadéquates qui ont facilité la dispersion du virus dans ce pays au cours des années 50, 60. Et donc, voilà un peu le panorama de la situation dans ce domaine de la santé et de l'accès aux brevets des médicaments. Je vais ajouter quelques mots, je ne sais pas combien de minutes il me reste, Isabelle. Hein? 2 minutes. 2 minutes. Ben, je vais ajouter quelques mots pour parler des mouvements sociaux en Afrique, parce que les gens se battent. Ils se battent parce que tout simplement la situation devient extrêmement difficile pour elles, et parce qu'il y a la crise liée au néolibéralisme mondialisé qui a démantelé les États, qui a créé le fait que vous avez en même temps une population très jeune qui arrive sur le marché du travail, qui malheureusement ne trouve pas un emploi décent. Ce sont ces jeunes-là qui se retrouvent des fois dans des aventures que l'on peut considérer comme des impasses, notamment les mouvements djihadistes, etc. Ce sont des jeunes à qui ces mouvements offrent des opportunités, mais malheureusement c'est la conséquence aussi de 20 ans, 30 ans, 40 ans de politique néolibérale, d'ajustements structurels qui ont démantelé les États, qui ont ouvert les pays à la compétition internationale, qui ont démantelé le peu d'industries qui existaient, qui ont démantelé un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui le travail décent est rare et est réservé à une infime minorité de la population. L'autre sujet sur lequel les gens se battent, ce sont aussi les questions d'accès à la citoyenneté, mais aussi les cadets sociaux, les jeunes, les femmes qui veulent avoir une place, être reconnus au sein de la société au même titre que les hommes, et que les gens puissent vivre le plus normalement avec les avantages et sans être discriminés du fait de du genre, ou bien du fait que tout simplement ils appartiennent à des groupes sociaux statutaires. Je n'aurai pas l'occasion de développer sur cette question, sur les groupes statutaires, mais il faut savoir aujourd'hui que les campagnes, notamment dans le Sahel, sont aujourd'hui le lieu de processus qu'on pourrait appeler pré-révolutionnaire, parce qu'il y a des gens qui se battent pour que les choses changent. Voilà ce que je peux dire assez rapidement. Merci. Un grand merci.
Voilà, je voudrais revenir sur un sujet d'actualité dont j'ai parlé dans mon introduction, la question de la restitution des biens pillés. Alors, il y a pas longtemps, c'était au mois de juin, si je ne me trompe pas, le secrétaire d'État PS, Thomas Dermine, a déclaré dans la presse que les biens qui avaient été pillés au Congo ne nous appartenaient pas. Donc ils avaient été pillés par nos ancêtres et qu'il fallait les rendre. Donc quand on entend ce discours, on se dit « Waouh, ça c'est du décolonial ». Mais ensuite, il explique ce qu'il entend par la restitution. Et là, il vient et il dit « Voilà, la restitution, ce sera une restitution sur des biens qui sont illégitimes ». Et donc, là, la question se pose, c'est quoi des biens illégitimes, d'une part, mais d'autre part aussi, on a un critère qui vient se mettre. Illégitime, un critère qui n'est pas dicté par les autorités congolaises, qui n'est pas dicté par la population congolaise, mais qui est dicté par les autorités belges. Et donc, nous, avec Ital, on a réfléchi à cette question, mais avant de parler, moi, de cette question, en tant qu'Ital, je reviens vers Maman Chama, et je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de cette déclaration de Thomas Dermine, qui, d'un autre côté, son discours peut paraître décolonial, et puis, par la suite, il vient avec des critères. Qu'en penses-tu, et quel est ton avis par rapport à cette restitution des biens pillés? Oké, als ik goed begrijp, het gaat over roofkunst en het teruggeven aan roofkunst. Hè? Ja, oké. Goed. Of zelfs restitutie, ik weet het niet. Oké. Goed. Hoe kunnen wij spreken over niet legitieme roofkunst? Of wie, zoals ik daar straks zei, wie bepaalt de criteria, wie zit aan tafel over die roofkunst? Wat is eigenlijk de nood aan gewoon het teruggeven? Teruggeven naar wie? Huh? Want laten we denken, de mensen die eigenlijk die verlost zijn van die roofkunst. Sommige mensen, het is voor hen van spirituele waarde. En het teruggeven lost niet op dat zij al jaren, meer als, zolang als het weg is, 300, 400, al jaren hebben hun spiritualiteit, they did not complete their tradition. It stayed suspended. They died in suspension, their ancestors. En wie gaat dan dat betalen? Die trauma van de on-af rituelen omwille van de absent, van de kunstwerkje of artefact die eigenlijk geroofd is van hen. Bovendien, als de president gaat spreken over die roofkunst en die heeft niks te maken, geen waarde, geen feeling voor die artefact, wat baat heeft het in de conversatie om over die roofkunst te spreken met mensen die niks met die roofkunst te maken hebben? Dus op dit moment zitten wij ons af te vragen, 1, wie zit aan tafel? Welke stemmen werden gehoord of niet gehoord? Wie mag aan tafel zitten? 2, die vacuüm dat gecreëerd wordt door alle die jaren van afwezigheid van die artefact. Wie gaat dat compenseren en hoe kunnen ze dat compenseren? De trauma om nu ineens die artefact terug te hebben. Wie gaat ervoor zorgen dat er heling is? Het is meer ingewikkeld, dus als het gaat over criterium, dienen wij andere stemmen in te brengen. Dienen wij terug te gaan naar wat ik daar straks zei, van wij dienen echt te ontleren. Te ontleren ontleren van de valsheid en leren van de waarheden. Het werkt een verlies van macht, een verlies van identiteit, een verlies van legitimatie, van macht, van geld, van positie. Het is niet alleen een teruggave van die artefact. Het is een teruggave van respect, van gezag, van gezicht, van zeggenschap,
van positie, van legitimatie, dat allemaal dient teruggegeven te worden met die roofkunst. Dus hoe durven ze? Hoe durven ze claimen dat, een procedure, een criterium? En hoe durven ze dan nog steeds gaan zeggen dat die procedure zoals het nu is illegitiem is? Of de sprekers aan tafel illegitiem zijn? Ik begrijp het niet. We dienen die conversatie nog verder te verdiepen. En résumé, il y a deux points importants. C'est que d'une part, ce débat sur la restitution doit être beaucoup plus profond. D'abord, on se demande... Tout d'abord, on peut se demander si les personnes qui en parlent ont vraiment la légitimité pour définir des critères ou des soi-disant critères de restitution, parce que, bon, de nouveau, ce sont les gens au pouvoir qui en discutent, ce ne sont pas des personnes qui ont été traumatisées par ces pillages. D'autre part, une question aussi importante, c'est que la restitution des œuvres d'art, des pièces de patrimoine, ne va pas apporter de réponse, ne va pas compenser les 3 ans, les 400 ans de traumatisme et de négation de la culture et de la spiritualité des peuples qui ont été colonisés. Donc c'est bien de rendre ces œuvres d'art, mais qui va compenser le trauma causé par l'absence de ces œuvres d'art pendant plusieurs siècles, et qui va porter la voix des personnes qui ont été précisément dont on a nié la culture et le patrimoine. Oké, nee, wij zijn natuurlijk zeer blij met de ontwikkeling, met het feit dat we nu aan het praten, maar openlijk aan het praten zijn over de roofkunst, over het feit dat heel veel van onze musea eigenlijk volgepropt zijn met die roofkunst. Maar praten is één ding. Ik denk de eerste stap van goodwill is niet vingertjes wijzen van wie legitiem en wie mag zitten en wie mag wacht. De erkenning wijst aan dat alle die musea's in de eerste instantie dienen alle erfnamen van de kolonie al te laten gratis deze musea bezoeken. Waarom moeten zij verder betalen voor die musea? Ze dienen te erkennen dat ze eigenlijk al baat hebben in deze roofkunst die in hun musea zitten. Dus in de eerste instantie gewoon gratis bezoek, gratis programma's ter ondersteuning. Allemaal gesponsord door deze musea. Dat is als eerste om te beginnen in de conversatie. Erken ze, zie ze en geef hen een plekje in de conversatie. Donc c'est effectivement très important qu'on ait entamé ce débat sur la restitution. Mais bon, il ne suffit pas de parler, il faut aussi des actes concrets où on reconnaît toutes les pertes que ce pillage des œuvres d'art ont causé. Donc une première action simple, ce serait simplement de rendre les musées où sont exposées ces œuvres pillées, de rendre ces musées gratuits, pour que les personnes puissent et soutenir aussi toutes les initiatives culturelles, toutes les expositions visant à mettre en valeur ce patrimoine et à rendre au moins permettre la visite gratuite de ce patrimoine par les personnes concernées. Voilà, merci. Je vais aller très vite, mais est-ce que Saïd ou Félix voulait ajouter quelque chose? Et là, je vais vous demander en 1 minute chacun, 1 minute, 2 minutes maximum. Non, moi je voudrais juste souligner que pour bien comprendre l'enjeu et de la restitution des restes humains, parce qu'il n'y a pas que les restes de Lumumba et la dent de Lumumba qui nous restent. Il y a dans les musées européens, en Belgique, il reste des représentants de résistants qui sont encore dans les musées. Il y a des têtes de dizaines de résistants algériens qui sont dans les musées français, etc. Pour bien comprendre cela, pour bien comprendre le lien avec la restitution des biens volés.
Et pour bien comprendre aussi une troisième question qui n'a pas été posée ici, qui est la question des réparations que tu as abordées à la fin. Il faut avoir en tête qu'il n'y a pas eu une barbarie européenne parce que les peuples européens seraient plus barbares que d'autres. C'est parce que ça servait à quelque chose. Pour justifier l'esclavage et la colonisation, il fallait mettre dans la tête des peuples européens qu'ils étaient supérieurs et dans la tête des peuples colonisés qu'ils étaient inférieurs. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette violence-là. Et que tous les symboles qui montraient une civilisation africaine avant la colonisation, qui montraient des productions humaines culturelles avant la colonisation, ont été l'objet de destruction ou de vol. Et donc, il faut poser, c'est un enjeu essentiel, ces trois questions. La restitution de tous les symboles de résistance, par exemple la dent de Lumumba, la restitution de tous les biens, et tous les biens qui sont dans les musées ici sont des biens volés. Comment imaginer qu'il y aurait des biens ici qui auraient été donnés alors que l'Afrique était colonisée, était militairement occupée? Il n'y a aucune œuvre d'art ici qui puisse être considérée comme légitimement propriété de l'Europe. Et donc c'est tous les biens, et la notion de légitimité est scandaleuse à ce niveau-là. Et troisièmement, il faudra aller plus loin et poser la question des réparations. Et cette question des réparations, et j'en termine là, eh bien, un bon réflexe, c'est de se dire, dans des cas similaires, comment les Européens ont réagi. Quand on a volé, quand les nazis ont volé des œuvres d'art dans toute l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé en 1945? On a exigé la restitution de toutes les œuvres qui avaient été prises. Quand des résistants sont morts dans les camps de concentration en Allemagne, qu'est-ce qu'on a estimé à Nuremberg en 1945? Qu'il fallait que tous les corps, tous les restes humains soient rendus à leur nation. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on a exigé de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, qu'elle verse des indemnités de réparation à la Pologne, à l'URSS, à tous les pays qui avaient été occupés. Il faut faire la même chose avec l'Afrique. Non, écoutez, je ne vais pas dire plus que ce que Saïd vient de dire, parce qu'il a résumé la situation. Pourquoi réinventer l'eau tiède? Il y a eu dans le passé des solutions qui ont été appliquées en pareilles circonstances. Donc il ne faudrait pas que l'on nous embrouille en nous faisant croire qu'il y a une situation nouvelle, alors que tout ce que il y a dans les musées en question provient de spoliation, et dans ce cas-là, il y a une manière historique de traiter. Dans ce cas, il y a une manière historique de traiter la question. Donc, on fait avec. Voilà, merci Félix. Alors, je propose de vous laisser la parole. Et donc, voilà, si vous avez des questions, allez-y. Oui? Vous pouvez vous approcher, comme ça je vous donne le micro. C'est bien, je peux dire en anglais? Oui. Okay. I'm Marta, I'm from Brussels, and I'm a historian at Ghent University and also at the University of Lille in France. And, but it's not really a question, but maybe a remark to debate further. You spoke a lot about the origins of racism and colonialism. Kant was mentioned, colonization of Africa and South America were mentioned also, but as a historian, I see that more and more historians mention the fact that oppression of another human being is something that goes much further and much deeper in the history of Western Europe. Namely, it is more often mentioned that it has its roots in the system of elitism, of royalty and nobility versus the peasants. So the first oppressed on the irrational basis of
something physical were the peasants in Europe. It's completely irrational and quite similar to racism to say that one group has the so-called blue blood and the others don't, and those who don't have this blue blood, which is something, it's a fairy tale, and they should be oppressed and work for the others. And that the colonial racism is just continuation of this very same thought. And another aspect of that is that why this blue blood, the irrational, abstract blue blood, needed the oppressed to work for them, because they, at a certain point, had more property, and the possession of certain amount of property generated greed. And so, in order to produce more, they needed to oppress certain group. And as soon as there was a possibility... Excusez-moi, je peux vous demander de conclure. Oui, alors, I think that it's not Kant, it's not oppression of the Africans in 16th, 17th century, but something really much deeper, that is related to groups that need to oppress others in order to generate more wealth for themselves. I wonder what you think of this, and I also have a little correction regarding the reparations for Poland. Actually, Polish government and German governments in the early 50s agreed that there will be no state reparations from Germany to Poland. We said that it happened, but it didn't. It's the individual companies that exploited Polish workers during the war that paid reparations to individuals, but there were no reparations from Germany to Poland. Thanks. Voilà, donc je vais demander aux trois intervenants alors de réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Je ne vois plus la dame ici, là, voilà. Je demande une autre question. Oui. On va prendre alors une autre question et on va réagir alors par la suite. Monsieur ici, oui. Et voilà, donc si vous pouvez vous présenter également. Moi c'est Gianni Roland Fodé, je suis militant en France panafricaniste, je suis militant communiste, j'interviens aussi au Sénégal, dans plusieurs pays africains, etc. Mais ma question est simple. Intalla, concrètement, c'est quoi votre projet de soutien et comment vous faites pour soutenir les luttes des peuples africains actuellement? Parce qu'il y a beaucoup de luttes, Félix en a parlé, je crois qu'effectivement Saïd aussi les a sous-entendus. Comment vous êtes organisé pour apporter, en tant que diaspora ici, au-delà de la restitution, des combats ici pour la restitution, etc., soutenir les peuples africains? Ça c'est une première question. Deuxième question, c'est que si les Africains, la diaspora africaine commence à s'organiser ou est organisée en Belgique, ce serait intéressant qu'on jette un pont avec effectivement le processus d'organisation actuellement en cours de la diaspora panafricaine en France, qui s'appelle la DUP, Dynamique Unitaire Panafricaine. Au mois d'octobre, Macron va organiser un sommet France-africain à Montpellier. Eh bien, jetons un pont, faisons en sorte effectivement que ces gens-là, partout où ils passent, on les désigne du doigt. Voilà. Merci. Une autre question, intervention? Oui, Hugues. Voilà, moi c'est Hugues, je suis militant d'Impact. Je suis aussi membre d'un collectif qu'on appelle Capo Boba, qui est un collectif qui a été créé notamment dans le cadre de la commission de téléconsultation. Et on suit un peu en parallèle le travail qui était fait dans le cadre de la restitution et la décolonisation. Donc ma question en fait c'est, quand on parle de la restitution, ce sont des œuvres qui nous appartiennent. Mais quand on parle des réparations, est-ce que le fait de réparer, si la Belgique décidait par exemple, de payer le Rwanda, le Congo, le Burundi, est-ce que cela changerait quelque chose à ce qui a été passé? Est-ce que le mieux ne serait pas plutôt de
de faire vraiment un travail objectif pour que cette histoire n'est pas seulement l'histoire des Belges et des Congolais ou des Rwandais, c'est l'histoire de tout un peuple, pour ça des Belges et des Congolais, notre histoire commune. Mais le problème, c'est que les politiques font voir qu'ils veulent que certaines vérités ne soient pas dites. Parce qu'il y a encore certaines familles ou certaines sociétés, notamment AXA ou ING, qui ont profité de la richesse du Congo et ils ne veulent pas qu'une étude sérieuse soit faite. Donc pour nous, en tout cas je parle à mon nom, le fait de restituer, je trouve que ce n'est pas du tout essentiel, mais il est vraiment important et très important que même les peuples belges s'unissent avec les peuples qui ont été colonisés pour qu'ensemble une étude sérieuse, parce que c'est le futur qui importe, c'est le futur que nous on veut voir, ce qui a été fait, même si on paie, ça ne va pas changer. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour améliorer l'avenir? C'est ça ma question. Merci, je vais laisser les intervenants réagir. Encore une, je peux encore prendre une dernière, là-bas. Voilà, désolé. Là, vous pouvez vous approcher, je ne sais pas venir plus loin. Et aussi vous présenter, merci. Alors, je suis Monica, je ne suis pas bien posé des questions, c'est surtout le cas de mes questions, mais c'est pour ça que je les ai notées. Ah ouais, donc je suis Monica. En fait, j'essaye de comprendre en fait, le monde. Je trouve que le racisme c'est obstructif pour le monde et pour la vie personnelle de tout le monde. Et je travaille ensemble avec Nyachama. Mais j'étais surtout intéressée sur le discours de vaccin parce que c'est en fait le présent qui nous entoure. Et parfois, je pense que parce qu'il y a de la peur du virus, qu'on ne voit pas les problèmes structurels qui sont dedans. Et je me demande sur le vaccin, vous avez expliqué, c'est une question plutôt explanation, que je ne sais pas. Est-ce que les pays africains, est-ce qu'ils sont, ou les pays en général qui sont dans le COVAX programme, est-ce qu'ils ont le choix de quel vaccin qu'ils prennent? Parce que quand je lis les articles, ça plutôt, it looks like they don't have a choice, that it's again the development discourse that something is given and something is got. Et après la deuxième question, la question des waivers. Comment est-ce que nous, comme citoyens, peuvent supporter le fait qu'apparemment c'est l'Europe qui est super obstructive du fait que les waivers sont pas, that the waivers, the patents are not, how do you say, thrown away on the medicine, so that indeed the medicine, comme tu as dit avec le sida, ça reste cher, and the core of the problem is the patents, or maybe you can know more than the medicine yourself. Voilà, un peu comme ça, parce qu'en fait, ça semble que les systèmes, c'est que, en fait, comme vous avez dit, les pharmacies produisent et après, même dans le COVAX programme, ils mettent dans leur pochette un peu sac, broeksac, on donne mais on paye dans les pockets de ceux qui sont des grands gagnants. Donc voilà, ça m'intéresse. Merci. Merci. Voilà, qui veut réagir en premier? Quelques éléments de réponse. Sur la question de la distinction entre classe dominante et peuple, en gros, qui a profité de l'esclavage et de la colonisation, bien entendu qu'il faut distinguer classe dominante et peuple. Bien entendu, c'est les classes dominantes qui ont été les premiers bénéficiaires. Est-ce que ça veut dire que ça n'a eu aucun effet sur les autres classes sociales? Bien non. Tout simplement parce que ça a créé des marges de manœuvre pour les classes dominantes qui leur ont permis de gérer les moments de lutte de classe intense pour acheter la paix sociale, pour calmer les moments de révolution, etc. Et c'est important d'avoir ces deux dimensions-là. La responsabilité revient aux classes dominantes, mais ça a eu un effet sur l'ensemble de la société. Et ça a bien entendu une conséquence sur la question qui doit payer les réparations. Bien entendu que ce sont les classes dominantes qui doivent payer les réparations. Et ça pose la question d'ailleurs du rapport de force ici. La démarche décoloniale, le combat décolonial, de nouveau est en lien avec l'anticapitalisme. Nous n'arriverons pas à obtenir des réparations réelles
s'il n'y a pas de rapport de force anticapitaliste dans ce pays, c'est-à-dire que ça sera une lutte contre les classes dominantes. La seconde question, elle était, est-ce que les réparations, ça va changer quelque chose? Jamais que les choses soient claires. On ne peut pas réparer l'esclavage. On ne peut pas. C'est quelque chose d'irréparable. Ceci dit, l'esclavage et la colonisation ont des conséquences jusqu'à aujourd'hui dans les capacités économiques, sociales, structurelles. Il y a du trauma qui continue à exister, qui freine les possibilités pour les peuples africains, en plus de la domination impérialiste ouverte, qui freine la possibilité de reprendre une place, de se remettre debout, etc. Et par conséquent, le principe des réparations était un principe qui devrait être, à mon avis, un principe qui doit être défendu, même si ça ne suffit pas pour changer la situation. Est-ce que ces réparations, on peut les quantifier? On a des expériences historiques qui ont montré qu'on pouvait au moins approcher. Et c'est d'autant plus important que le discours dominant aujourd'hui est le discours inverse, qui est le discours le tiers-monde a une dette vis-à-vis des pays riches. On continue à exiger que les pays africains payent une soi-disant dette, dont on sait qu'elle a été créée par des intérêts faramineux, etc. Et donc, la première étape vers la réparation, ben, c'est l'annulation de la dette déjà. C'est une première étape. Le débat sur l'annulation de la dette du tiers-monde et le débat sur les réparations vont ensemble. C'est la même logique. Et reconnaître cela ne veut pas dire que l'esclavage peut être réparé. L'esclavage ne sera jamais réparable. Merci Saïd. Félix. Écoutez, je vais répondre très rapidement aux questions sur le vaccin. On peut se rendre compte avec la crise que nous connaissons quand même que le néolibéralisme c'est véritablement le chaos. Parce que la situation de l'approvisionnement en vaccins dont vous parliez tout à l'heure et la question que vous posez de savoir est-ce que les pays ont véritablement le choix, elle est extrêmement pertinente. Parce que le système fonctionne de manière à ce que, même si on donne l'illusion que les gens ont le choix, en définitive, ils n'ont pas le choix. Le nationalisme vaccinal dont on a parlé a fait que l'Union européenne, les États-Unis ont commandé jusqu'à 4 fois ce dont ils ont besoin. Pendant le même temps, l'industrie pharmaceutique internationale, Big Pharma, s'est arrangée pour que la capacité de production ne soit pas à un certain niveau qui permettrait de satisfaire tout le monde. Et donc, c'est dans cette situation que l'on est. Moi, j'ai des témoignages de gens qui, au Sénégal, par exemple, ont reçu le vaccin AstraZeneca. À la date où ils devaient recevoir la deuxième dose, malheureusement, ils n'ont pas eu le vaccin parce que tout simplement, le pays n'a pas été approvisionné. Pourquoi il n'a pas été approvisionné? À un moment donné, l'Inde, qui était confrontée à la pandémie, avait décidé d'interdire les exportations. Donc, nous sommes dans une situation où la pénurie est provoquée parce que cela permet de rentabiliser pour l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir que dans l'industrie pharmaceutique, ce qu'ils veulent, c'est au minimum 20% de rentabilité. Au minimum 20%. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans les actionnaires de ces groupes-là? Des sociétés telles que BlackRock, tout ce qui représente aujourd'hui la finance mondialisée. Et donc, nous sommes dans une quadrature du cercle. C'est ça la situation. Okay. Merci beaucoup Félix. Donc on va terminer. Maman Chama va réagir une dernière fois et après je clôture. Merci. Hartelijk dank voor jullie vragen. Ik kan alleen maar totaal akkoord zijn met Saïd. Kolonisatie, slavernij. Er is geen reparatie. Er is geen reparatie. Laten we zeggen dat iemand gek bedenkt een som cash
van de materiële verlies? Wie gaat betalen voor de vacuüm dat gecreëerd wordt door alle die jaren van uitbuiting? Wie gaat betalen van de respect? Wie gaat zorgen ervoor dat de mentaliteit is veranderd? Dat er toekenning is gegeven aan de mensen voor hun kennis, hun expertise, hun bronnen. Vandaag zitten wij aan het 2e jaar van de pandemie. Heeft iemand een Afrikaan epidemioloog gezien? Niet alleen in België, in de wereld. Hebben zij een Afrikaanse epidemioloog geconsulteerd? Want wij zijn niet mensen die geconsulteerd worden. Wij hebben geen recht op expertise. Dat is niet waar. Dus als mensen spreken over reparatie, ik kreeg... Dus wat ik wou zeggen, er was een vraag, ik was aan het zeggen over de vraag van de mevrouw die hier was. De gedachtgoeden, toen ik daar straks zei over Descartes, I think therefore I am, het scheiding tussen kerk en mens en context enzovoort. Natuurlijk wordt dat ook gebruikt in imperialisme, in de Royal House enzovoort. Dezelfde, dus dat wil zeggen dat het is iets wat wij kunnen terugtraceren van die mensen en we kunnen zien hoe fout dat het is. Het is tijd om die mystiek te doorbreken, ontleren, unlearn, so that you can relearn. Unlearn those truths, those falsehoods, so that you can relearn the truth. Allow for multi-perspectives, allow for pluriversalism, allow for multi-context, so that we can start working on, on a very durable, structural and concrete change that have impact for the future, so that we can mutually collaborate in our story that we own, that we are the writers and authors of. So let us unlearn the lies. Donc il ne saurait pas y avoir de vraie réparation pour les siècles de trauma que l'Afrique a dû endurer. On ne peut pas réparer l'absence complète de respect. Et on en voit encore les conséquences actuellement. On est dans la 2e année de pandémie et on n'a jamais vu à la télévision un épidémiologiste africain être interviewé. Donc ça c'est pour la question des réparations. Par rapport à la question qui avait été la remarque qui avait été exprimée par madame sur le fait que le colonialisme ou le racisme est une continuation de mécanismes d'exploitation, ben oui, effectivement, on retrouve dans la question d'impérialisme les mêmes mécanismes d'exploitation qui sont aussi en œuvre et qui étaient également en œuvre dans le passé en Europe. Et donc c'est toute une mystique, toute une série de mécanismes d'exploitation qu'il faut dénoncer. Il faut vraiment parvenir à penser autrement, d'une façon universaliste, dans une vraie perspective multiculturelle pour dénoncer ces mécanismes d'exploitation. Voilà, nous allons clôturer et en même temps je vais répondre alors à la question de monsieur sur Intal. Donc comme je le disais dans ma présentation, et peut-être que tout le monde n'était pas là, donc Intal c'est un mouvement qui défend la paix et le respect de la souveraineté des pays du Sud. Alors Intal a plusieurs groupes qui sont actifs et notamment le groupe Intal Congo. Le groupe Intal Congo travaille sur la décolonisation. Et donc, brièvement, donc, cette année, il y a une campagne qu'on a intitulée Campagne Décolonise Beaux-Arts. Et donc, je vais faire le lien avec la souveraineté. Mais donc, Campagne Décolonise Beaux-Arts, où on dénonçait, donc, à la tête des Beaux-Arts, donc, grande institution culturelle belge, Étienne Davignon, président du conseil d'administration. Étienne Davignon, pour ceux qui ne le savent pas, il est poursuivi pour l'assassinat de Lumumba. Donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle dans l'assassinat de Lumumba et les faits le montrent. Et donc on a des personnages comme ça, à la tête d'institutions culturelles, et donc nous avons mis ça en question. Et à la suite de notre campagne, Davignon n'a pas présenté un nouveau mandat, il ne s'est pas présenté à nouveau au CA. Et donc voilà, nous on mène ce type de campagne, on s'organise, et sur la décolonisation, et donc sur la décolonisation, sur ce qui se passe ici en Belgique,
Et donc c'est pour ça que je vous invite tous, je ne sais pas si vous avez pu voir les bons d'adhésion d'Intal, donc ils sont ici. Et donc vous et d'autres personnes de votre entourage, donc si vous souhaitez devenir membre d'Intal, vous pouvez remplir ce petit bon, le remettre ici au stand. Donc vous pouvez devenir membre en payant de cotisation, vous pouvez devenir membre actif. Parce qu'effectivement, changer les choses, il y a beaucoup à changer, mais on réussit à changer les choses si on s'organise, si on se retrouve ensemble et si on met la pression. C'est comme ça qu'on arrive à changer les choses. Et alors je reviens aussi sur la question de la souveraineté des pays du Sud, qu'est-ce qu'on fait aussi? Mais on travaille surtout sur la décolonisation ici, mais Intal aussi, on produit des articles, on organise des conférences. Et donc la question de la souveraineté, eh bien on a travaillé par exemple sur, moi j'ai fait ça lors d'une conférence, la question des multinationales. Donc on a des multinationales belges, on a la coopération au développement qui finance des multinationales. Donc on avait la multinationale Feronia au Congo, qui était financée par la coopération belge mais aussi par d'autres coopérations. Et dont les rapports l'ont montré, les conditions d'exploitation, c'est des conditions qui datent d'il y a plus d'1 siècle, donc conditions type d'esclavage, les gens n'avaient pas de salaire, et c'est la coopération au développement belge et d'autres coopérations au développement qui finançaient ça. Et donc on a dénoncé ça. Et pour la petite histoire, pour revenir là-dessus, Feronia a été racheté par une grosse multinationale, une autre multinationale, et la coopération belge a décidé de laisser tomber l'argent qu'elle avait injecté dedans. Mais bref, donc pour dire que nous, on dénonce ça aussi. Donc voilà, donc je vous invite en tout cas à remplir ce petit bon, à discuter avec nous, à venir vers nous, à aller au stand. Et donc si vous voulez vous organiser, si vous voulez voilà, connaître un peu plus Intal, eh bien n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup à tous, à bientôt.